Bon, je vais vous dire, il y a des semaines où les marchés boursiers ressemblent à une espèce de série télé. On a des bombes le lundi, des records le vendredi, et entre les deux, on a Powell en conférence, Trump qui fait des deals, et Wall Street qui célèbre tout et son contraire, et qui termine au plus haut de tous les temps. Mais surtout qui célèbre tout, absolument tout. Cette semaine, c'était ça, un condensé de ce que les marchés adorent, la fin d'une crise, la promesse d'une baisse des taux, même si c'est pas encore acté, un soupçon de croissance mâle, et beaucoup de bullshit géopolitique en solde. Alors bienvenue dans ce Swiss Bliss de tous les records d'altitude, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 28 juin 2025. Vive les vacances! Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Ça avait pourtant assez mal commencé. Dimanche dernier, les radars militaires étaient allumés dans tous les sens, les Américains ont bombardé l'Iran et le B2 est la nouvelle star du moment. Les centres d'enrichissement d'uranium sont détruits. Mais le Moyen-Orient est à deux doigts de dégoupiller. Les journalistes parlent déjà de guerre ouverte, d'embrasement, et Wall Street, plus 1% sur le S&P 500. Bienvenue dans le monde merveilleux où la guerre est bullish, à condition qu'elle fasse baisser le baril. Le pétrole, justement, a perdu 6% en début de semaine. Les opérateurs savaient lire entre les drones, pas d'escalade nucléaire, pas de fermeture du détroit d'Ormuz, et surtout la promesse que l'inflation ne va pas flamber. Et si l'inflation reste sous contrôle, devinez quoi? La Fed pourra baisser les taux, bien sûr, on en revient toujours là. L'inflation, c'est le Voldemort du marché, tant qu'elle est invisible, tout le monde respire. Et puis mardi, alors que sur TikTok, on parle de guerre totale, de guerre mondiale, Trump signe une paix provisoire avec l'Iran et emballe les marchés. Le coup de théâtre arrive mardi à 13h12 heure de New York. Donald tweet "We have a 12 days ceasefire". Voilà, un tweet et la guerre s'arrête. Pas d'accord signé, pas de diplomatie, juste un président en campagne qui transforme une guerre et en offre temporaire style Black Friday. Et les marchés adorent, le pétrole décroche encore, les indices US accélèrent, le Nasdaq prend 1,5%. Même le Russell 2000 commence à se réveiller de son coma. Et pourtant, en lisant entre les lignes, c'est surtout une pause pour ne pas faire exploser le marché avant l'été. Car Trump le sait, les traders ont besoin de soleil, pas de missiles, et les électeurs, eux, préfèrent les dividendes à la guerre. Résultat, trêve acceptée, pétrole calmé, et Nvidia qui se met à briller comme un sapin de Noël. Et Trump tient l'Iran et Israël en laisse pour pas qu'ils rallument les feux d'artifice, parce que oui, eux, ça les démange. L'événement économique central de la semaine, ça aura été le grand oral de Jérôme Powell devant le Sénat, et là, on assiste à une masterclass d'ambiguïté. Powell ne promet rien, mais n'écarte rien non plus. Il ne baisse pas les taux, mais il ne les monte pas non plus. Bref, il fait du Powell. Mais dans l'univers parallèle de Wall Street, le message est clair. Pas de hausse des taux prévue, donc si ça monte pas, c'est qu'on peut envisager une future baisse. On attend de voir donc, on ne baissera pas les taux tant qu'on n'en saura pas plus au niveau de l'inflation et on prépare le terrain. On reste dépendant des données, il manque juste un chiffre pour lâcher les chevaux. Le problème, c'est que le chiffre peut être bon ou pas, mais le marché a cette capacité en ce moment de ne voir que ce qui va bien. Donc on anticipe une baisse des taux, reste à savoir quand. Les sondages disent septembre, mais les marchés espèrent juillet. Les plus optimistes parlent déjà de 3 baisses en 2025. Mais pour être franc, je ne sais pas sur quel chiffre ils pourraient bien fonder cet optimisme. Mais c'est pas grave, en ce moment, on est fondamentalement bullish, il faut le reconnaître. Résultat, le Nasdaq explose, Nvidia prend encore 3%, le S&P ne voit que des records à battre, le marché se fait son film, plus rien ne pourra l'arrêter, et un jour ou l'autre, Powell va se faire virer de la Fed, et il sera remplacé par un caniche qui veut obéir à Trump. Et alors là, le marché pourra exploser avec des taux à zéro en espérant juste que l'inflation ne reprenne pas l'ascenseur. Mais ça, c'est pour la saison 2 de la série, parce que là, il faut d'abord capter l'audience. Comme souvent, Trump fait durer le suspense, mais jeudi soir, la bombe tombe, un deal commercial est signé avec la Chine, les États-Unis lèvent partiellement les restrictions sur les composants technologiques, la Chine relâche ses contraintes sur les terres rares, une sorte de mini-détente dans une guerre commerciale qui dure depuis 2018. Est-ce que c'est concret? Pas vraiment, et c'est pas très clair. Ça sent le teaser sur YouTube sans date de sortie du film. Mais est-ce que c'est signé? Pas vraiment, et c'est encore moins clair, puisque Pékin ne dit rien, ne communique pas. Ah oui, je sais bien que qui ne dit mot consent, mais là, ça fait quand même beaucoup de consentement pour ne rien dire. Est-ce que le marché y croit? Oui, bien sûr, parce que tant que c'est bullish et qu'on a une bonne nouvelle, eh bien, les marchés veulent y croire à fond. On y croit parce que même flou, c'est un signal de décrispation, un signal de détente. Et à 2 mois de la convention républicaine, Trump veut montrer
qu'il gère. Le timing est parfait, le marché, lui, se dit que les semi-conducteurs peuvent respirer, que les iPhones vont coûter moins cher et que la récession mondiale n'est pas pour demain. Bref, tout va bien, encore une bonne nouvelle. Et puis alors, vendredi, c'était le PCE, le fameux chiffre adoré de la Fed. Mais juste avant, on notera quand même qu'on a eu une petite révision à la baisse sur le PIB américain, moins 0,5%. Rien que ça. Mais bon, vous savez, hein, c'est pas grave parce que c'est une mauvaise nouvelle et que les mauvaises nouvelles, on s'en tape. Surtout en ce moment. Le PCE du mois de mai est donc sorti dans les attentes, 2,3% sur un an, stable sur un mois. Les prix n'augmentent pas, on dirait. Toujours pas d'effet droit de douane. Sauf que le corps PCE, lui, remonte à 2,7% et tape au-dessus des attentes. Alors pas de quoi paniquer non plus, hein, mais juste assez pour agacer un peu et se dire qu'on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge. Dans le même temps, la consommation cale, moins 0,1% au lieu de plus 0,1% et les revenus chutent de 0,4% alors qu'on attendait l'inverse. Ajoutez à ça un PIB révisé en baisse de 0,5% et on obtient un cocktail pas franchement de viche, mais ni au quiche non plus. Bref, l'attente de voir, toujours l'attente de voir. Et puis alors, les marchés, eux, ils voient toujours 2 baisses de taux cette année, voire 3, je vous le disais tout à l'heure. La Fed, elle, regarde ça comme une vache dans son pré qui regarde passer le train. En 2 mots, pas pressé du tout. Powell répète donc son mantra, on attend de voir et il va falloir patienter jusqu'à septembre avec 3 CPI et 3 job reports pour se faire une idée. D'ici là, l'économie tout saute, l'inflation gratte encore un peu et la Fed se met à la méditation transcendantale. Et puis, on interprète toujours les choses comme ça nous arrange. Hein. Le PIB qui recule, super, ça veut dire que la Fed va devoir baisser les taux. Mais attention, hein, mais ça ne veut pas dire attention à la récession. Le PCE qui reste élevé, c'est pas grave, Powell a dit qu'il l'attendait. Mais pas attention, l'inflation repart. Nous sommes complètement addicts à la bonne nouvelle et on fait des efforts monstrueux pour ne pas voir ce qui pourrait mal tourner. Et pendant que les analystes se perdent dans leur modèle Excel, le marché lève les bras au ciel. Le Nasdaq termine à 22 534,20, le S&P 500 boucle la semaine à 6 168,40. Nouveau record absolu au pluriel et derrière là, le SOX n'est plus très loin de faire pareil. Nvidia de son côté dépasse les 3849 milliards de market cap, record absolu également. C'est donc la plus grosse capitalisation boursière mondiale, bien évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est aussi en termes de capitalisation boursière plus gros que la France, l'Italie et la Suisse réunis. Ça va. Et pendant cette semaine de folie haussière, alors que les ricains battent leur record dans la canicule de l'été, le SMI se traîne comme une âme en peine. La Suisse boude, la Suisse déprime. D'ailleurs, petit coup de mou hein, pour l'économie suisse en 2025, le COF vient de revoir sa copie, croissance attendue à 1,1% contre 1,2% en mars. Pas de quoi paniquer, mais assez pour dire que la reprise, c'est pas pour tout de suite. L'inflation devrait continuer de se tasser. Merci le franc fort et la monnaie mondiale, pendant que le chômage gratte légèrement à la hausse, sans faire trembler personne à Berne. Bref, la Suisse reste solide, mais elle avance comme une 2 chevaux en montée. Le commerce de détail suisse a fait un petit plus 0,6% en 2024 à 103,7 milliards. Merci qui? Merci les pâtes, les yogourts et les cervelas parce que c'est l'alimentaire qui a tiré le char. Mais sauf que la concurrence, elle explose avec des nouveaux acteurs qui débarquent à l'appel. Alors attention, côté logement, toujours la dèche, plus d'appartements à louer, mais toujours pas assez pour calmer la demande. Et pendant ce temps-là, les hôtels suisses cartonnent en mai avec plus 1,9% de nuitées, dopés par le retour des Américains et des Chinois, pendant que les Européens, eux, boudent toujours ou préfèrent dormir dans leur van. Bref, la Suisse achète à manger, manque de toit, mais fait toujours rêver sur Booking.com. Autrement, les exportations suisses ont chuté de 1,7% en mai. On parle d'un pays qui vend des montres comme des petits pains, mais là, non, ça cale et ça cale sec. La faute à quoi? Eh ben, la faute à un franc suisse bodybuildé qui rend chaque produit helvétique plus ou moins 10% plus cher dès qu'il passe la douane. Et que fait la BNS? Pas rien. Enfin, presque rien. Elle observe, elle inspire, elle expire, elle respire, elle médite façon Fed. Sauf que pendant ce temps-là, le SMI, lui, il végète. Et quant au marché suisse en général, il est complètement atone. On dirait qu'il est écrasé par la chaleur. On regarde les autres danser pendant que nous, on est en train de finir la fondue. Et on se dit qu'on verra demain. Typiquement suisse. Surtout ne pas déranger parce qu'il y en a point comme nous. Ah oui, et puis alors par contre, Berne serait proche d'un accord avec les États-Unis concernant les droits de douane. C'est la secrétaire d'État et directrice du SECO, Madame Hélène Budliger-Artieda, qui l'a affirmé cette semaine. Donc, conclusion de la semaine,
à poil les shorts et pas qu'un peu. Cette semaine, les marchés ont décidé d'y croire, à la paix, au pivot monétaire, à la magie de l'intelligence artificielle. Les chiffres moches et la rupture des négociations commerciales avec le Canada, on s'en tamponne. Circuler, il n'y a rien à voir. La géopolitique, quand elle se calme, elle agit comme un booster. Powell, quand il temporise, est perçu comme ultra dovish. L'économie US, quand elle ralentit, devient une opportunité pour rêver de baisse de l'inflation. Et Nvidia, quand elle monte, elle entraîne tout le monde avec elle, même ceux qui ne comprennent rien à ce qu'elle fabrique. Et les shorts? Bah les shorts, ils sont en PLS dans un coin, parce que oui, encore une fois, vendre la tech, vendre la paix, vendre Powell, eh bien ça finit toujours mal. Alors les performances de la semaine, ça se passe dans les commentaires. Vous voyez tout en haut, dans la deuxième colonne, en partant depuis la gauche, eh bien vous avez sur la semaine 6,40 sur le Semiconductor Index. Youpi, merci Nvidia. Le Bitcoin qui rebondit après sa semaine pourrie la semaine dernière, plus 5,14. Et puis le Dow, le Nikkei, le Nasdaq, 4,25, 3,82 pour le Dow Jones, S&P 500, plus 3,44 sur la semaine. C'est du délire, le DAX reprend quasiment 3%, le CAC 1,34. La Suisse réussit quand même à grimper difficilement de 0,9%. Et puis de l'autre côté, on n'a plus besoin de l'or parce qu'on se sent en sécurité. Et puis le pétrole se fait démonter, moins 12,5% sur la semaine. Du côté de la Suisse, c'est pas la folie furieuse, mais vous voyez l'UBS qui rebondit massivement ces derniers jours après la crainte des nouvelles réglementations du Conseil fédéral. Visiblement, tout le monde s'en fout. On a eu 2-3 commentaires plutôt positifs de la part des bancaires qui couvrent UBS en disant que ça allait bien se passer quand même. Donc du coup, rebond, 7,46 de hausse sur l'UBS pour la semaine. Le JTech qui prend 5%, eux, ils sont en train de régler leurs problèmes de management. Et puis, ils ont signé un nouvel accord avec McLaren. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais enfin bref. Sika, ça va pas trop mal. ABB, ils ont reçu un prix comme quoi c'est une très bonne boîte ESG. Novartis, on va en reparler tout à l'heure. Ultim s'est fait défoncer 36,50 de baisse sur Ultim sur la semaine. Alors, vous inquiétez pas, c'est tout simplement à cause de la fusion, du spin-off de Amrise, leur division nord-américaine, et on va en reparler dans 2 minutes. Regardez le graphique du SMI, c'est la loi de l'emmerdement maximal. On est toujours en dessous de notre support qu'on avait déterminé il y a quelques temps au niveau des 12 000, à tout à peu près, puisqu'on termine la semaine à 11 980, bien sûr. Nos moyennes mobiles sont toujours en dessus. Vous voyez que le 200 est là, le 50 est là. On n'arrive pas à repasser. Chaque fois qu'on essaye, on se refait démonter derrière. Il n'y a pas de motivation. Il se passe pas grand-chose sur les grands noms du SMI de toute façon, ou alors à la baisse. Donc pour l'instant, rien qui justifierait un catalyste à la hausse. Et puis en plus, ce foutu Francfort pour l'instant met la pression sur le SMI et ça n'arrange personne. Donc il faut qu'on revienne dans ce canal latéral pour espérer repartir à l'assaut des 12 400. Mais je me demande qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme justification pour réussir à péter les résistances et retourner sur les 13 200 sur les plus hauts. Mais pour l'instant, c'est très très calme, pour ne pas dire très très chiant, sur le SMI. Le S&P 500, il y avait une tendance ascendante qu'on avait déterminée. On était sorti la semaine dernière, on s'était dit, il y a comme un petit doute. Maintenant, tout repart à la hausse. On en a parlé récemment, donc on a recassé les plus hauts historiques qui étaient là. On termine donc la semaine au plus haut de tous les temps sur le S&P 500. On a un recroisement des moyennes mobiles dans une tendance positive. Donc pour l'instant, c'est clair que quand vous cassez des résistances comme ça, si tout le reste commence à aller dans la bonne direction, eh bien c'est génial. Maintenant, ce qu'il faudra voir sur les marchés américains, c'est quid des droits de douane qui vont se négocier ces prochains temps. Je rappelle, fin du moratoire sur les autres pays du monde le 9 juillet. Et puis avec les Chinois, c'est le 12. Mais comme il y a déjà un deal qui était signé, a priori, ça devrait plus trop poser de problème. Et ce qu'on peut déjà se dire, c'est que tout semble encarté dans un scénario hollywoodien et on a l'impression que de toute manière, quoi qu'il arrive à la fin, eh bien, ça va bien se terminer et Trump devrait remporter le pompon. En tout cas, pour l'instant, la porte est ouverte à toutes les fenêtres sur le S&P 500 et sur les autres indices d'ailleurs. Et on peut aller chercher encore plus haut pendant un petit moment parce qu'il n'y a plus vraiment de raison de nous freiner d'un point de vue technique. En tous les cas, le reste viendra des fondamentaux ou de la géopolitique. Le Nasdaq, c'est pareil, ça se passe de commentaires. Merci Nvidia, merci les semi-conducteurs. On a vu des très bons chiffres sur Micron la semaine dernière. On voit que ça va bien. Tout ce qui est lié aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle, ça se passe bien. On est donc bullish. Le Nasdaq a établi un nouveau plus haut historique et termine la semaine à 22 534. Il n'y a rien à dire, mais en fait, quand on voit ce genre de configuration, on se dit, si on casse pas ici, on fait un double top, et si on fait un double top, on doit revenir jusqu'ici. Mais en l'occurrence, si on casse ce double top, il n'y a pas de double top. Donc du coup, ce qu'on peut s'attendre, c'est que cette balance qu'on a fait là, on peut se la répercuter dans l'autre sens. Donc là, on a un marché qui est super powerful et qui est extrêmement dynamique. Attention quand même à ce syndrome de l'euphorie générale parce que les fondamentaux et la réalité économique peut encore nous rattraper. Le SOX, vous voyez le SOX, il y avait cette grosse résistance contre laquelle on a buté plusieurs fois.
celle-là, une fois ici, une fois là, on a ralenti au dernier moment. Bref, on n'arrivait pas à y aller. Et là, on a cassé, on est passé en dessus. On a un gap à aller combler ici sur le SOX. A priori, on devrait aller chercher les plus hauts historiques sur l'indice des semi-conducteurs. C'est en tout cas le sentiment que ça donne. Si vous prenez la tendance de fond sur le SOX pour l'instant, eh bien, c'est reparti comme en 40. C'est très très raide comme tendance, je le conçois. Mais en tous les cas, on a l'impression qu'on est reparti de nouveau en plein emballement. Encore une fois, l'euphorie, quand tu nous tiens, ça continue à aller très très bien au niveau des semi-conducteurs qui sont de nouveau très 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 à la mode. Il y a plein de titres qui ont été à la rue pendant ces derniers temps, qui repartent enfin à la hausse sur les semi-conducteurs. L'Allemagne qui repart sur le chemin des plus hauts de tous les temps, rien à dire de spécial, hein. On a hésité un moment, on est un peu reparti à la hausse de nouveau, on a été tapé la moyenne mobile des 50 jours. Vous voyez, elle a fait effet de support et on repart. Et là, a priori, la semaine prochaine, on va retaper des nouveaux plus hauts historiques sur l'Allemagne, sans compter que l'armement est reparti depuis que l'OTAN a décidé de s'armer dans tous les sens, même s'ils ont signé des accords de paix avec l'Iran. On va quand même s'armer parce que c'est bien l'armement. L'armement, c'est green. Et là, l'armement, c'est défensif et l'armement, c'est de l'investissement responsable. Le CAC 40, pareil, pour l'instant, on est toujours au fond du bac sur le CAC 40. On se traîne sur la moyenne mobile des 200 jours. C'est pas mieux. C'est pas mieux que sur la Suisse. Le CAC a passé la semaine à attendre pour voir ce qui allait se passer. Mais on tient la moyenne mobile des 200 jours sur le CAC. Donc, on peut espérer avoir un petit redémarrage. On voit aussi que les indicateurs sont sur les bas. Donc peut-être que le CAC fera partie de ces indices qui vont se réveiller ces prochains temps. On peut espérer un retour juste en dessous des 8000 ces prochaines semaines si on continue à aller dans la bonne direction sur le CAC 40. Et puis en même temps, ce sera calme parce que tout le monde est en train de se tirer en vacances. La vedette de la semaine, c'est le pétrole. Alors là, il n'y a plus rien à dire au niveau technique, hein. Vous voyez qu'on est allé chercher les plus hauts la semaine dernière. On s'est tapé dessus parce que finalement, on a tapé la résistance qui se situe plus ou moins là, autour des pas loin des 80 balles, on va dire. On a été chercher ses plus hauts. Et puis là, finalement, on s'est dégonflé parce qu'il n'y aura pas de guerre, tout va bien, la paix est de retour. Alors, c'est à discuter, mais enfin voilà, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Le pétrole est sous contrôle, le détroit d'Ormuz n'est pas bloqué, tout va bien. Tous ceux qui avaient sorti les gros reportages sur attention, le baril va aller à 120 $, bah, pour l'instant, ils ont rangé dans leur carton. On est revenu techniquement, rien à dire sur le baril. Difficile de faire de l'analyse technique sur un machin qui est dirigé pour l'instant par des forces géopolitiques mondiales. Mais regardez, on a une petite tendance qui se dessine. Pour l'instant, on veut plus vraiment aller plus bas. On pourrait quand même avoir un rebond ces prochains temps. Il suffirait que soit les Israéliens, soit les Iraniens s'énervent de nouveau. C'est assez rigolo quand vous regardez un petit peu les news géopolitiques de voir que dans les deux camps, ils ont gagné la guerre. Donc c'est fantastique, tout va bien. Mais attention quand même au niveau du baril. Voilà, on va passer directement aux vedettes de la semaine, ou plutôt la vedette de la semaine, puisque cette semaine, c'est Holcim Amrize, hein, le cimentier, donc a finalisé la scission de sa filiale nord-américaine Amrize, valorisée à 30 milliards de dollars lors de son entrée en bourse. Les actionnaires ont reçu une action Amrize pour chaque action Holcim détenue. Objectif, séparer les dynamiques américaines du reste du monde. Alors Amrize a ouvert à 46 francs suisses avant de se péter la gueule de 8%. Les investisseurs de Holcim ont vendu en masse, probablement pour encaisser directement. Résultat logique, Holcim perd 33%, mais reste 10% au-dessus du prix estimé post-scission. Au final, la valeur combinée Holcim Amrize dépasse l'ancien cours de Holcim, ce qui rassure plus ou moins les analystes. Holcim s'oriente donc à fond vers le ciment vert, avec des objectifs de croissance de 6 à 10% par an d'ici 2030. Amrize, de son côté, vise une hausse de 8 à 11% de son EBITDA d'ici 2028, malgré un contexte immobilier américain relativement tendu. Amrize a terminé sa première journée à 39,31, bien en dessous de son prix d'introduction. À Zurich, on recommande plutôt d'acheter Holcim avec un objectif à 61, misant sur les marges liées à la transition écologique. Les deux titres resteront dans le SMI et le Swiss Leader Index, donc le SLI, jusqu'à la révision de septembre, portant temporairement le nombre de composants à 21 sur le SMI et 31 sur le SLI. Voilà le graphique d'Holcim. Ça se passe de commentaires, mais c'est justifié par rapport à la scission. Rien d'autre à ajouter, mais vous voyez, les targets moyens aujourd'hui, quand on écoute, c'était 61. Ben, on y est déjà quasiment. Il faut dire qu'à l'ouverture, elle payait à 50 balles. Les gens ont joué le rebond et ça a plutôt bien fonctionné. Néanmoins, le target global 61 semble un fair price selon la majorité des analystes, donc à suivre ces prochains temps. Voilà le graphique d'Amrize. Ça se passe de commentaires, mais en gros, c'est difficile d'avoir un historique là-dessus, mais voilà, faut se baser un peu là-dessus, à suivre ces prochaines années, voir comment la division nord-américaine va se comporter. Je rappelle aussi que Amrize est également coté
à New York. Roche, toujours Roche, chaque semaine on parle de Roche. Roche qui a dévoilé des résultats prometteurs pour son traitement expérimental NXT007 contre l'hémophilie A avec 0 saignement traité et une tolérance excellente dans les fortes doses. 3 études de phase avancée sont prévues en 2026. Sa filiale Chugai a aussi demandé une extension d'autorisation pour Alcensa afin d'y traiter toutes les tumeurs ALK, y compris chez les enfants. Ce médicament déjà autorisé contre certains cancers du poumon a généré 1,55 milliard en 2023. Des résultats supplémentaires sont attendus pour 2025, personne ne comprend rien, mais c'est comme ça. Voilà le graphique, il ne se passe strictement rien, un peu à l'image du SMI. Moi j'aimerais bien qu'on revienne en dessus de cette tendance haussière, là pour l'instant on est en dessous. Ça a l'air de vouloir tenir autour de la moyenne mobile des 50 jours. Je serai bien soulagé quand on sera de nouveau au-dessus de 272. On a des indicateurs qui sont bien sur les bas ici. On a l'impression qu'on pourra remonter. Là, si je devais faire un pari à court terme, vu l'ambiance, je dirais qu'on va aller casser les 270 à la hausse dans les 2 semaines à venir. Quand on parle de Roche, on parle de Novartis. Novartis qui a finalisé le rachat de Regulus Therapeutics, spécialiste des micro-ARN, pour un total pouvant atteindre 1,7 milliard de dollars, visant le développement du Farabursen, traitement prometteur contre la polykystose rénale, comme vous le savez bien sûr. Le groupe détient désormais près de 75% du capital de la biotech américaine, et en parallèle, Novartis s'associe à Profound Therapeutics pour développer des médicaments cardiovasculaires avec jusqu'à 750 millions de dollars de paiement potentiel par cible, et Fitch a confirmé la note de AA- du groupe avec une perspective stable, malgré une croissance organique attendue faible dès 2026, freinée par la concurrence et les pertes de brevets aux États-Unis. Si c'est Fitch qui le dit, c'est qu'il peut rien se produire. Le chart se passe de commentaires. Perso, j'attends simplement qu'on aille rechercher les 100 $, enfin les 100 $, les 100 francs suisses sur Novartis. Vous voyez qu'on a vraiment bien rebondi sur la moyenne mobile des 200 jours. Donc, je pense que le prochain target, je reste toujours, moi je serai vendeur au-dessus des 100. Mais vous voyez quand même ce qui est assez fou sur Novartis, c'est qu'elle fonctionne très bien avec les moyennes mobiles et les résistances qu'on a tracées. Vraiment, elle correspond presque. C'est un cas d'école. À chaque fois, elle se pose sur la moyenne mobile ici. Vous voyez là, on se pose sur la moyenne là. Après, on repart, on casse la moyenne mobile des 200, on se fatigue un petit peu, on revient tester celle de 200 et on repart pour aller assez logiquement rechercher en haut. C'est un petit peu comme ça que j'ai envie de me faire mon petit scénario, mais en tout cas, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a dessiné des résistances, on vient se taper contre, et ça va dans ce genre de direction, donc il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas encore une fois. Et puis, comme toutes les semaines, le procès Nestlé, enfin Nestlé encore une fois, Nestlé Water Suisse a été condamné, on en a parlé dans le Morning Bull, pour avoir utilisé entre 2008 et 2022 des filtres à charbon non autorisés dans son usine d'Aignay, tout en étiquetant ses produits comme l'eau minérale naturelle. Le ministère public vaudois estime que ça a trompé les consommateurs, bien que l'eau n'ait jamais présenté de danger sanitaire. Donc Nestlé a coopéré, blablabla. Cette affaire a fait écho avec la polémique similaire en France, où Nestlé est accusé d'avoir utilisé des traitements chimiques interdits sur plusieurs marques emblématiques. Des enquêtes sont toujours en cours. Alors on notera quand même que les amendes auxquelles Nestlé est condamné, c'est du peanuts, ça ne représente rien du tout pour eux, c'est cadeau. Mais par contre, l'impact réputationnel est lourd, et sur le titre aussi. Ça se passe de commentaires là aussi. Alors vous voyez qu'on est allé combler les gaps ici, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant on verra ce qu'on va faire Nestlé la semaine prochaine. On voit qu'on est complètement en bas sur les indicateurs techniques, donc on peut espérer qu'à partir de là on aura un rebond. Moi je suis vraiment pas à l'aise avec cette cassure des 82 balles. Pour moi c'était plus ou moins un niveau de stop loss à court terme. Maintenant on va voir si on arrive à renverser la tendance sur ces niveaux là. Je pense que fondamentalement il n'y a pas de question à se poser. Par contre, ces histoires de procès, comme je viens de vous le dire, au niveau réputationnel, c'est pas top, donc méfiance quand même sur Nestlé. J'aurais envie de me désengager progressivement, mais à court terme, j'ai très envie de jouer cette clôture de gap pour voir si on arrive à rebondir et revenir s'établir juste là en dessus, ce qui me ferait respirer un peu mieux en ces périodes de forte chaleur. Pour ce qui est du en vrac de la semaine, alors Idorsia fait 2 annonces. Son somnifère Quikivik là est homologué en Chine, et elle lance une offre d'échange d'obligations pour se refaire de la trésorerie. Remond d'énergie annonce 2 changements à la tête, un nouveau responsable énergie et un départ dans l'immobilier en fin d'année. La Banque cantonale de Genève nomme Nicolas Mougeot comme nouveau patron des investissements, comme CIO. Cosmo Pharma veut tester son dispositif de coloscopie intelligente avec les
lunettes Vision Pro d'Apple. Oui, vous avez bien entendu, j'ai des images qui viennent dans la tête, c'est terrible. Pascal Pernet quitte la direction de la Banque des Grisons pour rejoindre LGT, banque suisse, en novembre. Avolta décroche un contrat à l'aéroport de Copenhague, sans en dire plus sur le montant au niveau pognon. BKW introduit une rémunération minimale garantie pour l'électricité renouvelable produite à la maison. Cosmo vend sa filiale Digital Trust à son client italien Tinexta pour un peu plus de 8 millions d'euros. EFG prend 75% de l'australien ISG pour environ 32 millions de francs. Kingelberg publie des commandes en baisse mais un chiffre d'affaires record malgré tout. Avolta de son côté confirme ses objectifs de croissance à moyen terme jusqu'en 2027. Carlo Gavazzi annonce une année difficile et pas de dividendes pour ses actionnaires. DKSH signe un accord de distribution avec un fabricant suisse de polymères naturels pour les cosmétiques. Epic Suisse confirme viser une hausse de ses revenus locatifs en 2025. Sika a racheté une boîte au Qatar pour renforcer sa présence dans le Golfe. Givaudan prend le contrôle du brésilien Folmens Fragrance pour muscler sa présence en Amérique latine. Et Starak Tornos prévient d'une perte semestrielle mais espère finir l'année quand même dans le vert. Et puis Dublin passe son assemblée générale sans surprise. Les propositions des minoritaires sont retoquées. Ipsomed met en service sa nouvelle usine en Chine avec 6 mois de retard sur le planning. Et puis maintenant on passe aux upgrades et aux downgrades puisque Swatch a encaissé sans trop broncher une baisse d'objectifs par Citigroup qui pointe une demande en berne côté luxe, surtout chez les Chinois et les Américains, comme cet original, sans parler du franc suisse. Fontobel lance la couverture d'Amrise avec un hold et vise les 50 francs. En parallèle, Holcim se fait raboter l'objectif de 108 à 61 mais reste un bail. Ça c'est assez logique avec ce qui vient de se passer. Swiss Re prend un coup de froid, Morgan Stanley le rétrograde à underweight en évoquant la fin de l'âge d'or des réassureurs à suivre. Enfin, Bank of America passe l'IND de buy à neutral tout en remontant légèrement son objectif de cours, prouve que la confiance fond, mais pas complètement. Du côté de la semaine qui nous attend, c'est la semaine de l'emploi, du chômage et des PMI. Les NFP sont de retour, mais jeudi, pas vendredi, parce que vendredi c'est le 4 juillet et c'est fermé aux États-Unis à cause de l'Independence Day. Le marché, lui, est déjà partiellement en vacances, bullish, détendu et très sûr de lui en ce moment, un peu trop sûr de lui peut-être, ce qui dans notre univers n'est jamais un très très bon signe. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va rester positif, je reste positif parce que c'est important de rester positif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français et de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et puis nous, on se revoit lundi pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, buvez de l'eau ou mettez des glaçons dans le rosé et passez un excellent week-end. Bye bye.